apparaître le 6 février prochain, le 6 février 2014, un livre qui a pour titre La Révolution de Paris, sentier métropolitain. C'est une idée formidable. C'est vous qui signez, Paul Hervé Lavessière. Bonjour, merci pour votre présence ici. Bonjour, merci. Vous êtes urbaniste, géographe, cartographe dans une agence d'urbanisme et vous avez dessiné 130 km d'un itinéraire qui fait le tour, j'allais dire, de Paris, d'un grand Paris. Vous passez en gros par Saint-Denis, par Créteil, par Versailles. Et au fond, l'idée, c'est de marcher le territoire. Voilà, l'idée c'est de découvrir avec ses pieds donc, le Grand Paris qu'on ne connaît pas. Moi je ne connais pas bien Paris à la base, jamais habité ici. Et je vois cette grande masse urbaine autour de l'intramuros. Et à mon avis, la meilleure façon de la connaître, et je suis très curieux, c'est de la fouler à pied, quoi. Ce qui est dans cette idée magnifique, c'est qu'au fond, le cerveau sans les pieds, c'est rien du tout, quoi. Exactement. Alors, la bonne idée, c'est celle de Baptiste Lanespèce. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur des éditions qui vont publier ce livre, les éditions Wild Project. C'est comme ça qu'on dit ? Ouais. Wild Project, on fait ça à l'anglaise, quoi. Ouais. Et vous êtes le concepteur du sentier métropolitain, le GR 2013. En fait, c'était GR 2013 pour le Marseille, capitale européenne de la culture. GR, non pas arrobase, c'est, vous savez, c'est marque déposée, parce que la marque appartient à la Fédération française de randonnée pédestre. C'est pas vrai. Et oui. Ils ont déposé le truc. Et oui, mais c'est normal, parce que eux, ils construisent les topoguides, les chemins, et imaginez qu'un acteur privé puisse se saisir de la marque et faire tout d'un coup ce qu'il veut, c'est pas possible. Donc ils ont été obligés de déposer la marque, c'est normal. Donc on ne peut pas écrire GR sans écrire marque déposée. Alors GR, marque déposée 2013, Voilà, on va y revenir dans un instant. D'abord, vous êtes aussi le lauréat de la médaille de l'urbanisme 2013 de l'Académie d'architecture. Ouais, c'est pas rien. Comme quoi, marcher le territoire, c'est une très bonne façon de procéder. Voyons ce que ça donne quand c'est un Jean Pierrot qui s'y met. Alors moi, quand j'étais adolescent, je rêvais d'une île déserte. Avant-hier. Oui, tout à fait. Île déserte de Robinson Crusoe. Or, en Île-de-France, parce que finalement, l'Île-de-France, c'est une île, faut pas l'oublier, pas tout à fait déserte, mais au Plessis, Robinson croit encore à Zoé. Et moi à la banlieue. Qu'est-ce qu'un sentier battu ? Un sentier qui a été emprunté par maintes personnes et où il n'y a plus grand-chose à découvrir en fait. Vous les préférez battus ou pas battus ? J'essaye de fréquenter les sentiers moins battus, mais c'est compliqué. Est-ce qu'il y en a autour de Paris ? J'aurais du mal avec cette définition-là de vous en citer en fait. Donc ils ne sont pas si battus que ça. Il faut croire, ou alors ils sont inconnus. L'aventure, ça commence où ? À la maison ? Dès qu'on sort. La découverte pédestre participe de quelle sorte d'aventure ? Une aventure où on prend le temps de regarder les choses. C'est une aventure qui permet de réfléchir, de découvrir de manière directe et puis à son rythme en plus. La flânerie ? Pour moi, c'est une aventure personnelle. Et c'est une des plus importantes. Dans la tête d'un marcheur, il y a quoi ? Ça dépend de ce qu'il y a autour de lui, dans l'état psychologique dans lequel il est. Il peut y avoir énormément de choses, comme pas grand-chose. À travers le piéton de Paris, Léon-Paul Fargue décrivait le Paris intime. La banlieue ne mérite-t-elle pas un traitement similaire ? Je l'ai lu par le passé, ce bouquin, mais je ne m'en rappelle plus très bien. Mais je ne vois pas pourquoi on devrait se limiter uniquement à Paris. Je suis convaincu qu'il y a des choses intéressantes à voir dans plein d'endroits en banlieue, qu'on ignore d'ailleurs. Sûrement parce que je ne connais pas bien la banlieue. Je pense, pour habiter en banlieue, qu'effectivement, il y a certainement des lieux à découvrir de cette nature-là. En auriez-vous un ? Peut-être les bords de Marne ? La boucle de Saint-Maur est sympathique, ouais. C'est agréable l'été. Le dernier en date, par exemple, Marne-la-Coquette. C'est vraiment une petite banlieue coquette avec de jolies maisons, anciennes, beaucoup de cachets. À Ivry-sur-Seine. Et c'était autour du fort. Je pense qu'il y a encore des jardins ouvriers. Et c'était un lieu de découverte extraordinaire pour un petit urbain. On voyait des choses qui poussaient, on pouvait chaparder même aussi. Pourquoi le si proche paraît si loin ? On a envie de voyager, donc on cherche à aller le plus loin possible en oubliant qu'il y a des choses intéressantes proches. Des fois, on ne sait pas le découvrir parce qu'on le voit trop. Eh bien, justement, seriez-vous partant pour explorer les trésors de la couronne ? Tout à fait. Je le fais avec ma femme en tant que randonneur. Hein. Non, et surtout pour les marathons, mais pas... Ah oui, c'est pas à pied. Non.
Baptiste Lanaspez, qu'est-ce qui vous a donné, au fond, de vous lancer dans ce projet du sentier métropolitain, en commençant donc par Marseille, hein. On parlait de Marseille dimanche dernier, mais tant mieux d'en parler à nouveau. Et d'ailleurs, il en était question aussi à l'instant dans Périphérie des quartiers de Marseille. Donc, un sentier métropolitain pour Marseille, à quoi ça servait dans votre esprit? Ouais, alors en effet, les sentiers métropolitains, qui sont maintenant une série, puisqu'il y a Marseille, on vient de finir Paris et on attaque New York et d'autres villes en perspective. À la base, c'était pas du tout conçu pour être une série. Au contraire, c'était, comment on dit dans la mode, c'est pas du prêt-à-porter, c'était du sur-mesure. C'était du sur-mesure pour Marseille-Provence 2013, parce que c'était moi je suis un amoureux de Marseille, j'avais écrit des bouquins sur Marseille, et lorsque on a vu cette capitale de la culture se profiler à l'horizon, il y avait cette grosse envie de sortir du kit des capitales de la culture habituelle et de faire quelque chose qui soit vraiment unique pour ce territoire. Et ce qui nous semblait une des choses les plus singulières du territoire marseillais, c'était la richesse du rapport ville-nature. Et donc, comment parler de ce rapport ville-nature d'une façon intéressante, qui soit peu coûteuse, qui soit fine, qui raconte plein d'endroits méconnus? C'est en se posant toutes ces questions-là. Et parce qu'il existait cette scène artistique marseillaise peu connue, mais très qualitative, qui s'appelle les artistes marcheurs. Ils sont une dizaine à explorer les territoires dans tous les sens. Et ce sont les premiers à avoir parlé du périurbain comme d'un truc intéressant. Jusque-là, pour moi, le périurbain, c'était l'horreur. Et eux, ils m'ont fait découvrir, comprendre et aimer ces territoires et les pratiquer. Maintenant, c'est une drogue dure. Moi, je peux plus m'arrêter, là. Donc, je marche au moins 2 jours par mois, au moins, quoi. Donc, c'est pour ça que je dois trouver des nouveaux projets pour justifier mes marches auprès de mes proches. Sinon, ça paraît bizarre, quoi. Et donc, ce truc-là a été conçu pour Marseille. Et toute la première année du projet, en 2010, pour moi, ça ne devait pas existait ailleurs qu'à Marseille. Pour moi, c'était complètement un produit de cet écosystème-là. Et sauf qu'au bout d'un moment, il s'est passé un truc étrange, c'est qu'à force de marcher dans le périurbain marseillais... Et d'emmener plein de gens avec vous. Et oui, alors surtout quand on va marcher dans le périurbain, d'abord on va sur Google Earth, on en parlera tout à l'heure, parce que parmi nous, là, Paul Hervé, c'est un artiste du Google Earth. C'est quelqu'un qui est hyper agile et qui sait bien faire ça, c'est vraiment sa force, entre autres. Et donc, à force de faire du Google Earth, d'aller sur le territoire, de revenir, on acquiert sans s'en rendre compte une méthode. Et je me retrouvais dans des situations bizarres où je rentrais dans ma famille qui est dans le Vaucluse et je retrouvais le même genre de paysage, un peu entre ville, campagne, banlieue, zone industrielle, un peu tout mélangé. C'était pareil qu'en fait le périurbain de Marseille. Je vais à New York, je sors de Manhattan, mais en fait à Yonkers, Hastings-on-Hudson, c'est le même paysage. Sauf que maintenant je sais y aller. Avant pour moi ça m'effrayait, maintenant je trace un truc, un fichier KML ça s'appelle, fichier GPS. Et en fait le périurbain s'ouvre pour moi. C'est comme si j'avais un ouvre-boîte et les villes s'ouvrent, les banlieues des villes s'ouvrent. Et donc je me dis, mais c'est passionnant ce truc, c'est une espèce de terra incognita énorme. Enfin, Paul Hervé en parlera. Et est-ce que quand on ouvre ça, on ouvre les gens aussi? Ah bah, à partir du moment où on débarque, mais ça c'était ton truc, Paul Hervé, de dire quand on arrive à pied. Oui, ça change tout. La posture du marcheur, elle est humble, et quelque part, on est indissociable d'un habitant du coin qui passe par là aussi. Puisqu'on n'a pas un gros équipement lourd, on est habillé normal, on a un petit sac à dos, voilà, on est léger, et du coup, voilà, on est comme si on était du coin quasiment. Alors, quoi. Procédons. Ouais. Comment on fait? Parce que Baptiste Lanaspez monte son projet du sentier métropolitain autour de Marseille, et puis il découvre tout ce qu'il vient de nous dire, et il vous rencontre, et vous mettez en place un projet pour Paris. Comment ça marche? Alors, sans mauvais jeu de mots. En fait, j'ai beaucoup appris de ma première expérience de marche urbaine avec mes 3 jours à Marseille, parce que je suis allé marcher là-bas avant que ce soit balisé. Et là, j'ai beaucoup apprécié, et habitant Bruxelles, Paris n'est pas très loin. C'est très tentant pour moi, face à cette grande masse urbaine inconnue, de vouloir y aller. Ce que j'ai appris de Marseille, c'est que pour créer un sentier métropolitain, en fait, il suffit d'essayer de comprendre comment elle est constituée, donc voir finalement la banlieue, qu'est-ce que c'est? C'est des anciens villages qui ont été rattrapés par l'urbanisation, des grandes zones industrielles, des grands objets, des parcs. Enfin, on finit par lister tout un tas d'objets. Donc finalement, j'ai pointé un max d'objets comme ça sur mon Google Earth. Ça faisait des tas de points comme ça. Ah, le point de départ, c'est Google Earth, au fond. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai commencé sur ordinateur. Une vision comme ça, générale, globale, exactement, aérienne. J'ai passé des heures et des heures sur Google Earth, donc à aligner des puces sur une banlieue parisienne, enfin que j'appelle encore banlieue quand je fais ça. Je pointe mes punaises partout. Je commence presque à connaître le territoire parce qu'à force de lire ces cartes et de faire mes recherches sur Internet, je recherche du patrimoine, des parcs, les centres villageois, les églises, les marchés, enfin tout ce qui fait aussi la vie de ces quartiers-là. Et donc, voilà, ça c'est mon premier travail, on va dire, minutieux, quoi, que j'ai fait. Et ensuite, je cherche le meilleur moyen de relier ces points entre eux de la façon la plus agréable. Donc en privilégiant les espaces piétons,
les passerelles piétonnes. J'en ai relevé une soixantaine en tout dans ma première couronne parisienne. Les paysages? Les paysages, alors je suis à la recherche aussi de beaux points de vue. Mm. Alors comment je fais pour trouver un beau point de vue? Sur Google Earth, je fais x3 le relief, donc il exagère le relief, je me balade en 3D, je vois les buts. Je vais essayer de passer au max dessus. Vous êtes un mutant, vous, quand même. Voilà. Hein. Il Vous êtes un est né en 87, le mec. un marcheur Ouais, mutant. Hein. J'ai vu l'apparition d'Internet, mais voilà, je suis quand même Il est jeune, né on va dire. juste avant banlieue 89. Oui, c'est drôle, mais alors comment, au fond, il faut bien commencer. Le point de départ, comment on choisit un point de départ quand on veut créer un sentier métropolitain? Alors moi, j'avais fait une première version, parce que le premier truc, c'était franchir le périphérique. Parce qu'il y avait, voilà, pour moi, c'est une grande barrière, quoi, C'est le mentale. Rubicon, quoi. Hein. Voilà, C'est ça, comme franchir César le à Rome, périphérique. quoi. Il faut passer. Et du coup, je fais très vite une première version, 3 jours, juste au-delà du périph', donc avec Montrouge, Saint-Ouen, tout ça. Donc les villes vraiment limitrophes. Et puis très vite, ça me semble insuffisant. En fait, je veux aller au moins à Saint-Denis, 5 km à peu près. Et donc là-dedans, je vais fouiller. Et je suis toujours tenté d'aller plus loin, de me donner de plus en plus de brides, quoi. Mais j'ai noté quelque chose de très important, mine de rien, qui est passé comme ça dans la conversation. Vous dites, je dis plus banlieue. Ouais. C'est formidable de dire ça. Oui. En fait, la banlieue, on peut la nommer banlieue quand on la regarde de loin, quelque part. Mais c'était la réflexion qu'on se faisait en haut du parc des Beaumont, donc à Montreuil, un matin. On est en haut du parc des Beaumont, où on a une vue incroyable sur cette grande ville, en fait, qui d'ici, il n'y a pas de frontière entre les communes, vue de cette butte. Donc on voit les cheminées de l'incinérateur d'Ivry, et on voit la tour Montparnasse, on voit d'ici, on ne sait pas dire qu'est-ce qui est intra de extramuros. Donc quelque part, on ne peut plus dire ça c'est de la banlieue et ça c'est l'intramuros. Mais quand vous arrivez, vous passez donc au fond Saint-Denis, Créteil, Versailles, tout ça fait quand même 130 km votre sentier. Ouais. Quoi, il faut 6 jours pour faire ça à C'est peu ça. près. Hein. C'est un grand territoire et en fait, si on veut le parcourir, l'idée en fait, c'est on veut faire des grands itinéraires. Si c'est trop long à faire en une journée, c'est pas grave, on dort sur place. Voilà, donc on se fait une étape. Donc on a dormi dans les hôtels, surtout les hôtels pas chers, quoi. Parce qu'il y en a pas énormément, donc ça va même parfois Vous êtes décider un routard des du étapes. sentier métropolitain. Voilà, enfin, c'est ça. ouais. Parce que quand on dort quelque part, on s'abandonne au lieu aussi quelque part. Et on s'y réveille le matin, on va prendre son petit déjeuner au café, donc on est directement en contact des gens. Ouais, Ça, c'est je peux agréable. raconter un truc, Bien c'est la sûr. première balade qu'on a faite ensemble. On avait discuté de tout ça par Skype. En fait, le projet on est un peu 2.0. Tout était né par Skype, Ouais. discussion par Facebook ouais. et tout ça, parce qu'il m'avait entendu sur Inter au départ, d'ailleurs, il y a 1 an et demi et tout. Et on se connaissait pas en fait avec Paul Hervé. Et donc, premier week-end, on part de Saint-Denis, on allait jusqu'à Créteil. Et donc, on allait découvrir le terrain, se découvrir l'un l'autre, dormir dans un même hôtel, donc dans une même chambre et tout. Et on se disait, mais est-ce que ça va marcher ce truc? Il y avait plein de paramètres. Moi, j'avais mon concept des sentiers métropolitains, mais le concept, aussi affûté soit-il, c'est une chose et le terrain en est une autre. On ne savait pas dans quelle mesure la petite couronne était marchable ou pas. Il y avait beaucoup d'incertitudes. Et moi, j'ai arrivé de Marseille en train, lui de Bruxelles. On s'est retrouvé place du Marché à Saint-Denis le samedi matin. Donc on a marché jusqu'à Montreuil pendant la journée, on a dormi dans un Formule 1, en première classe, et le lendemain soir on est arrivé à Créteil, et puis on a chacun reparti nos trains et rejoint nos familles respectives à Bruxelles et à Marseille. Donc en fait en 48 heures on avait fait un voyage, on avait traversé 12 communes, on avait marché 40 bornes, on est passé une nuit dans un hôtel, c'était mais comme si on était allé, là je me suis dit ça marche, c'est comme si, ça me faisait la même exotisme que si j'étais Quoi, parti c'est dépaysant, quoi. un Complètement. week-end très aux Canaries dépaysant. quoi. Mais Allez, c'était, mais... non. Je vous jure, on était crevés. En plus, 2 jours de marche, on est bien, on se sent hyper bien. On rentre, on dort comme un bébé. Et donc, il y a le même bénéfice que la marche dans la nature. Et on a beau être tout près de Paris, en fait, je sais pas comment dire, on vit une aventure parce qu'il y a de l'incertitude. En fait, rien n'est dangereux dans tout ça, c'est très confortable. Mais c'est quand même une terra incognita. Et enfin, ouais, ça a fonctionné. On s'est dit, c'est bon, ça marche. Et depuis chaque week-end, on l'attend avec impatience. Mais comment vous faites? Vous avez des cartes? Parce qu'une fois qu'on est sur le sentier, c'est très gentil. Mais enfin, un sentier, on peut à un moment donné, on peut prendre à droite ou à gauche, quoi. Alors, Comment vous faites là? Là, ça devient un peu high-tech parce que mon sentier, je l'ai tracé sur Google Earth, donc logiciel gratuit. Et un sentier comme ça, c'est un nom de format informatique qui s'appelle KML, qu'on peut ensuite charger sur son téléphone type En 2 smartphone. clics, en 2 clics. Ouais. C'est très rapide. Et ensuite, on a son smartphone avec
la carte, on voit le petit point où on est et on voit le sentier qu'on a tracé. Du coup, là, on oublie toute la création du sentier qu'on a fait, on devient son client, quoi. Voilà, donc c'est comme si on m'avait envoyé ce sentier, qu'il était balisé et je vais le suivre. Après, en complément, on s'est quand même imprimé des cartes IGN, donc là j'en ai une devant les yeux. Ça, c'est la vôtre, c'est celle la que mienne, vous avez fait fabriquer pour votre... Voilà, exactement. Et ce qui est drôle, c'est que cette carte n'existe pas dans le commerce tel quel. Il faut la créer via une application sur le site de l'IGN parce que... On choisit comment notre dire, échelle, notre taille. voilà. Et il triche un peu sur l'échelle pour loger un max d'objets dessus. Donc c'est une 25 millième mais tassée au 30 millième. Donc voilà, donc ça on l'avait quand même dans la poche au cas où et j'avais retracé au feutre mon itinéraire. Bon, alors vous qui avez fait la totalité du parcours, les 130 km et tout, le voyage aux Canaries, donc si j'ai bien compris. Hein. Racontez-nous, qu'est-ce qui reste quand on a fait ça? Quelles images, quels souvenirs de personnes croisées Alors, il y a une réflexion qui est intéressante, c'est après avoir fait 2 jours de marche comme ça, on a l'impression d'avoir vu un film monté par un fou. Parce qu'en fait, on a vu tellement d'objets. Donc, dans une même journée, on a vu de l'Art Nouveau à Nogent, on a vu les 4000, le canal, Bondy, je sais pas moi, le terminus du tram à... Une vieille dame qui croyait qu'on squattait dans les murs. On a vu plein de trucs. Voilà, donc c'est pour ça que 2 jours de marche, c'est parfait. C'est bien pour assimiler toute cette info. Et donc, qu'est-ce qui reste? Une sorte de... Déjà, on a un bien-être physique parce qu'on a marché 2 jours. Ça fait du bien. Ça, c'est la même chose en montagne. Mais là, en plus, on a une sorte d'ivresse face à la quantité d'infos et de choses qu'on a vues et de lieux sur lesquels on avait... Allez, il y a les 4000. Moi, j'avais une idée des 4000. Bon, voilà... ça correspond pas à ce que j'ai vu en réalité. Plein de préjugés qui se détruisent. Il y a plein de trucs comme ça qui, bam, 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 c'est comme des dominos qui tombent de préjugés en fait. Il faut s'en méfier. Hein. On a tenté de faire tomber des préjugés tout à l'heure à propos de l'Afrique, mais, mais là, alors bon, je m'adresse à l'éditeur maintenant, Baptiste Lanaspez, la Révolution de Paris, sentier métropolitain. Ça se paraît donc le 6 février prochain. On ouvre et on voit quoi là? Est-ce qu'en lisant, on va retrouver le sentier, on va vous suivre? Qu'est-ce qu'il dit le bouquin? Alors ouais, et alors juste avant, je voulais juste compléter la question que vous avez posée à Paul Hervé, si je peux me permettre. Mais je vous en prie, oui. Juste pour dire qu'est-ce qu'on retire de tout ça, parce que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée entre nous, qu'est-ce qu'on gagne et tout. Et moi, il y a une des choses très simples que j'aime bien, qui m'a frappé, c'est que j'ai habité 10 ans Paris intramuros sans sortir des murs parce que je savais pas sortir des murs, ou alors pour aller juste voir mon oncle et ma tante à Sceaux. Mais sinon, je savais pas faire. Et maintenant, quand je vais intramuros, avant, les terminus de métro étaient pour moi inconnus et un peu flippants. Et maintenant, quand je vois les terminus de métro, ils sont familiers et attirants. Il faut que je m'en tienne de ne pas filer jusqu'à Châtillon, pas filer jusqu'à Saint-Denis, parce qu'en fait, je vois très bien ce que j'ai vécu là-bas. Donc, tous les terminus de métro renvoient à un monde désirable, alors qu'avant, c'était une limite à ne pas franchir. Alors là, pour moi, c'est une révolution. C'est là que mon regard sur Paris s'est renversé. En ayant fait le tour de la petite couronne, en fait, j'ai apprivoisé l'extérieur et je me suis désincarcéré. Et en fait, la limite du périph', elle est réelle, elle est forte. C'est une limite physique, certes, mais elle est aussi énormément mentale. Parce que tout d'un coup, on se retrouve dans la liste des lieux. On aime bien se faire des listes avec Paul Hervé, des lieux qui nous ont le plus marqué notre best-of, qu'on garde un peu secret aussi, de notre best-of, de tous les meilleurs lieux qui sont dans le bouquin. Mais il y en a un qui est tout simple, c'est le carrefour des 4 routes à La Courneuve. Hein, c'est un lieu hyper cosmopolite avec plein de restaurants. 8 mai 45. Pakistanais et tout. Et en fait, c'est la terminus de la ligne 7, si je me trompe pas. C'est ça, 8 mai 45. Donc en fait, on découvre tout un univers qui est vraiment si loin, si proche, comme vous disiez tout à l'heure. C'est sur les métros parisiens. C'est pour ça que sur la carte inaugurale du bouquin que vous avez entre les mains, la première, on a mis les terminus de métro, de RER et de gare pour montrer que, attendez, on vous emmène pas très loin, mais en même temps, c'est autre chose, quoi. Mais c'est drôle à vous écouter. Il y a quelque chose qui m'apparaît, qui est une évidence. Pardon, hein, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est pas mal. Celle-là, il faut l'enfoncer souvent. C'est la dimension politique. Ouais, mais au meilleur sens du mot politique. Qu'est-ce qu'on partage ensemble, au fond, hein? Alors oui, dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on partage ensemble et comment est-ce qu'on fait ville-police? Donc comment est-ce qu'on fait ville ensemble? Mais aussi, pour moi, au sens politique, ce projet, pour moi, est aussi celui de quelqu'un qui vient du sud de la France. Et je dis pas quelqu'un qui vient de province ou de région, je dis quelqu'un qui vient du sud de la France, qui a grandi dans la fierté du territoire où il était, avec une culture propre, qui a vécu 10 ans à Paris, qui est passé par l'école de la République, les concours, les grandes écoles, avec la petite violence de Paris. Je la connais, la petite domination. Non, monsieur, on dit pas gauche, on dit gauche. Ben, pourquoi non, on dit gauche? Enfin, chez moi, on dit gauche, ça va. Et donc, le centralisme parisien, moi, j'ai une relation complexe avec ça,
qui est pas d'une nature différente de celle d'un colonisé avec un colon. Il y a quelque chose qui là-dedans qui est très fort. Et récemment, on lisait un bouquin d'histoire de France absolument passionnant de Graham Robb, R-O-2-B, qui raconte comment la France, le territoire français lui-même au XVIIIe a été colonisé par le pouvoir central avant que la France se tourne vers des colonies extérieures. Et c'est hyper intéressant. Alors, j'ai pas un discours violent là-dessus, je dis juste c'est complexe comme relation. Moi, Paris m'apporte beaucoup, mais j'ai une relation complexe. Et là, il y avait un petit côté aussi de nous dire, on décentralise Paris. Alors ça nous amuse. On dit au centre qu'il se trompe sur lui-même. Paris se prend pour le centre de tout, mais Paris ne connaît pas ses propres abords, souvent. Mes amis parisiens intramurosiens, je leur parle des endroits où j'ai été, Parc des Lilas, connaissent pas, Suresnes, ne connaît pas trop, tout ça. Et ça nous amuse. C'est là que c'est politique aussi. Non, mais il y a un côté décolonisateur. Il y a un élément générationnel qui est très intéressant aussi. Je m'adresse là vraiment à l'homme de Google Earth, à Paul-Hervé Lavessière. Le centre, ça ne veut plus rien dire. Le centre, il est partout maintenant. Tout individu est un centre là où il se trouve. Grâce au réseau, grâce à la connectique, la question du centre n'est même plus une question. Le centre, il existe quand même, mais le pourtour n'est pas vide comme on le pense. Voilà, le pourtour, en fait, où vit la majorité de la population, en plus. C'est ça qui est drôle. C'est qu'Intramuros, c'est quoi, 2 millions d'habitants. Et rien que dans la première couronne, on est à 7,5 millions dans les 3 départements. Donc, voilà, c'est des quartiers qui sont équipés, c'est des quartiers qui ont une histoire, c'est des quartiers... voilà, les gens vivent, quoi. Ils sont pas juste tout le temps en train de scruter, de regarder avec les jumelles l'intramuros où ils espèrent aller. Mais il y a une vraie vie de quartier, il se passe des choses au quotidien. Bien sûr, mais par rapport à ce que nous disait à l'instant Baptiste Lanespèce, dans Périphérie, souvent, qui est très bien fait, on entend des voix qui vont dans le sens de ce que vous dites. C'est-à-dire, on entend des voix, je mets des guillemets parce que le mot me révulse, mais on entend des voix de colonisés qui se perçoivent comme telles. Vous les avez croisés, ceux-là ? On a croisé des gens, mais plutôt des gens qui faisaient centre. Ouais, voilà, qui vivaient dans leur quartier. Quoi. La dame des murs à pêche, elle nous a raconté l'histoire des murs à pêche. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les murs à pêche de Montreuil, donc c'est des murs en pierre calcaire qui étaient montés, sur lesquels la lumière du soleil se reflétait et du coup augmentait la chaleur et faisait mieux pousser les pêches. Et comme nous a appris cette dame qu'on a croisée, ces pêches étaient mangées à la table du tsar de Russie. Voilà. Donc on marche, génial, on découvre des secrets comme ça incroyables. Même si ça c'est un des plus connus. Qu'est-ce que vous avez dans les moins connus là, qu'on aille vite voir en sortant du studio, on va se faire les 130 km. La route de la révolte. Alors, la route de la révolte, ça c'est un secret de fou. Ça c'est toi qui l'as trouvé, Paul. Ouais, je l'ai trouvé, mais tu en parles mieux. En fait, il y a un truc que Paul a pas dit. Bon, là je fais de la ventriloquie. C'est que moi là où je me suis dit ce mec est pas seulement bon, c'est pas seulement un geek, c'est un mec qui est fort. C'est qu'il y avait la question du tracé autour de Paris. Il y avait la question de la distance. À quelle distance ? Il l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on est à 2, à 5, à 10 km du périph'? Parce que tout ça peut se défendre. Trouver la bonne distance, enfin en tout cas une distance qui fasse un propos cohérent. Et ensuite, on va d'où à où ? On passe par où ? Je veux dire, c'est tellement compliqué, on peut tellement faire un chemin où on se fait dézinguer par le premier mec venu qui dit mais non les gars, vous avez rien compris, c'est pas par là qu'il faut passer et tout. Il faut arriver avec un propos, en fait il faut faire un choix. C'est comme quand on écrit un texte, il faut faire des choix, il faut avoir des partis pris. Et là où Paul il a fait un truc très fort, c'est qu'il a dit ok, il faut un centre, en fait il faut décentrer Paris. Quel est le truc le plus fort au nord de Paris que j'ai ? Tac, Saint-Denis. Saint-Denis, parce que historiquement, sociologiquement, c'est hyper fort, capitale du 9-3 en plus et tout. Il suffit de regarder une photo. Tous les rois aérienne, couchés quoi, dans la basilique. C'est une ville fortifiée, quoi. Elle se détache clairement par rapport à tout ce qu'on trouve à la même distance du périphérique. Et après, il a dit, pardon, je parle à ta place, parce que c'est vraiment fort ton truc. Et après, il a dit, une autre ville qui pourrait faire la jointure, et symboliquement, sociologiquement, c'est très intéressant, parce que du coup, on équilibre le propos, c'est Versailles. Capitale des riches, capitale des pauvres, il y a un truc un peu marrant comme ça. Et donc, on pourrait dire aux gens, on va de Versailles à Saint-Denis à pied. Et là, on commence à avoir un propos. Et il se dit, si on fait un triangle, quelle est à l'est l'autre ville ? Créteil, parfait, préfecture, ville nouvelle, avec un centre ancien intéressant. Parfait, donc on a ce triangle, Saint-Denis, Créteil, Versailles. Et pour moi, avec ce truc-là, que Paul Hervé a trouvé, il dessine un nouveau Paris, il dessine une nouvelle géographie. Par exemple, ce matin, on devait venir à la maison de la radio. On a eu envie de rallier notre tracé. On se réfère maintenant, on vit Paris à travers notre tracé. Donc on a eu envie de référer la maison de la radio par rapport à notre tracé. Donc ce matin, on est parti à 8h30 du mat. Quand vous êtes venu à pied ? Ouais, de Pont-de-Sèvres. On a dormi à ici. C'est des mutants, hein, vraiment, je vous le dis, moi. C'est pour ça qu'on dit la révolution de Paris, c'est un mode de vie pour nous. On a dormi dans notre petit hôtel comme d'habitude et on est arrivé depuis Pont-de-Sèvres jusqu'ici à pied. Donc on a fait nos 8 bornes en suivant la Seine et en traversant tout le paysage médiatique. Donc TF1, France Télévisions et tout, parce que ça nous amusait de voir où étaient construites les représentations nationales. Et donc voilà, on a vu que c'était beaucoup des ripisylves autour des représentations nationales. Bon. 6 février prochain, sortie de la Révolution de Paris.
sentier métropolitain. Et avec un événement très important pour vous, c'est quand alors il y a deux choses. Le gros lancement du bouquin, c'est effectivement le lundi en 8, le 20 janvier au pavillon de l'Arsenal à 19h. C'est le lancement officiel, on dévoile le tracé, on présente le bouquin, il y aura plein d'invités, des gens qui ont marché avec nous et tout ça. Et le deuxième truc très important, c'est que pour nous, ce projet-là, il fait que commencer, puisque en 2014, plein de projets artistiques vont se greffer et utiliser notre chemin pour faire en particulier des photos. Il y a 3 photographes, Geoffroy Mathieu, Christine Timan et Camille Fallet, qui vont bosser à partir de ce tracé-là. Il y a aussi Laurent Petit de l'Agence nationale de psychanalyse urbaine. Ça, c'est formidable. L'Agence de psychanalyse urbaine, il faudra qu'on les invite un petit jour, parce que c'est magnifique, ça. Avec un autre projet génial de Julie Demuer qui s'appelle Les Promenades Sonores, dont vous allez beaucoup entendre parler parce qu'il va y avoir une grosse actu avec les Promenades Sonores bientôt, c'est un peu teasing, avec qui on va refaire les 6 jours à pied avec Arte Radio sous réserve en juin, donc ça donnera lieu à un énorme feuilleton de 6 jours aussi. Donc bref, en fait, pour nous, la révolution, là, elle fait que commencer. Superbe projet, hein. Révolution de Paris aux éditions Wild Project le 6 février prochain. Et puis ensuite, vous reviendrez nous parler du petit tour que vous aurez fait autour de New York, hein, promis. Un baiser, Mano? Bien sûr, un bon baiser qui commence par un proverbe malien en hommage à Moussa Konaté. La vie est un ballet, on ne le danse qu'une fois. Et Moussa Konaté, l'écrivain, éditeur malien et co-directeur avec Michel Lebris du festival Étonnant Voyageur à Bamako, a tiré sa révérence en novembre dernier. Il ne fera plus danser les mots. Le commissaire Habib et le roman noir sont en deuil. Mais peut-être était-il là en esprit lors de la première partie de 3D, lui qui a écrit sur son pays, le Mali, et sur l'Afrique en général. Aminata Traoré et Boubacar Boris Diop, vos 2 invités de tout à l'heure, ne parlaient pas la langue de bois. Et le deuxième sujet du jour requiert une langue pas trop déliée, sans logorée, et des semelles, non pas de plomb, mais des semelles ailées. Après Marseille, c'est parti, mon kiki, pour Paris. Paris sera certes toujours Paris, mais elle a pris depuis quelque temps du poids. Elle a pris des hanches, et il faut bien dire, elle est de plus en plus gironde. Normal, elle s'agrandit. Et quand on parle de Paris qui s'agrandit, on parle d'elle au masculin, le Grand Paris et non la Grande Paris, ou Paris la Grande. Peut-être est-ce à cause du phénomène de polarisation, 1 + 1 = 1. Son féminin et son masculin réconciliés. Youpi! Paris s'affirme, s'assume, se montre telle qu'elle est, avec ses beautés, ses laideurs, ses aspérités, ses douceurs, ses diversités, ses accents, ses paysages, son béton, ses cours d'eau, ses canaux et ses gens. Et pour partir à la rencontre de Paris réinventé, il faut utiliser le moyen de transport le plus noble, la marche à pied. Un essentiel et subtil déséquilibre est requis pour mettre un pied devant l'autre. La révolution est en route grâce à la marche qui nous fait découvrir une nouvelle géographie de Paname. Il est des révolutions douces et silencieuses qui peuvent même éviter la violence. La connaissance de ce qu'il y a plus loin que le bout de notre nez, un inconnu que l'on peut approcher, découvrir et qui devient alors familier. Avec ce projet de randonnée dans les espaces urbains et périurbains, on découvre Paris plus mystérieuse et émouvante que jamais. Il suffit de s'éloigner de son centre, qui se prend trop souvent, disons-le, pour le nombril du monde, pour la voir d'une manière fractale, donc dans son entier. On la contourne pour mieux l'approfondir. Il suffit d'un peu de curiosité, d'une bonne paire de chaussures, d'une gourde pleine d'eau, alors l'autre de toute façon préférera faire les soldes. La marche poésie. La poésie sert du rêve pour rêver la ville autrement, rêver les yeux ouverts, même si Rimbaud a définitivement choisi le rêve. Mais aussi pour mieux se connaître, découvrir ce qui nous entoure et ouvrir son œil intérieur. Marcher, mais aussi, pourquoi pas courir sans tomber dans la nouvelle maladie à la mode, la bigorexie. On marche, on court solitaire ou solidaire, en soi ou avec les autres, pour philosopher aussi autrement qu'entre 4 murs. Les pensées ont des fréquences selon le rythme de la marche. Le corps et l'esprit sont liés et on se prend à se rêver écrivain randonneur comme Rousseau, Giono, Stevenson, Goethe, Nietzsche. Appréhender le monde, sa ville, sa région, au rythme de sa propre introspection en se réappropriant le présent. Et là, une question surgit. On marche, d'accord, mais on marche dans l'espace ou bien dans le temps? L'espace et le temps, les physiciens vous diront que c'est la même chose. Absolument. Et la marche, en plus, vous savez, quand on fabrique un robot, la plus grande difficulté, c'est la gestion du déséquilibre. C'est ça la marche.
Et marcher, c'est donc une gestion du déséquilibre. Chaque Et pas. comme on la trouve, on s'équilibre. On a de la Donc il n'y a chance. rien de mieux que la marche. Hein. Absolument. Alors, Paul Hervé Laveissière, la Révolution de Paris, 6 février prochain aux éditions Wild Project. Et puis, quand même, une note de lecture aussi, La gloire des imposteurs, lettres sur le Mali et l'Afrique, avec Boubacar Boris Diop et Aminata Traoré. C'est aux éditions Philippe Ray, R-E-Y. Merci à vous de nous accompagner dans ce 3D. Et alors, merci surtout à Jean-Louis Deloncle et à Arnaud Chapat, grâce à qui on a pu avoir ce 3D ici au Studio 109 de la Maison de la Radio. C'est Camille Blanes qui m'a aidé à préparer l'émission. Et je m'en réjouis. Agathe Gilberg qui prend la relève, là, qui va remplacer notre Camille, qui va s'arrêter quelque temps, parce qu'il y a un petit bébé qui se propose à naître bientôt. Et c'est Maïté Adam qui a réalisé l'émission. Merci à vous de nous écouter. Il est à l'instant 14h.